Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Bonjour chers abonnés, comment allez-vous? Nous sommes le 5 décembre 2024, il est 17 heures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Commençons par nous, en fait, par la France, en tout cas. Alors, le gouvernement de M. Barnier a été renversé, donc hier soir. M. Barnier est allé à l'Élysée donner sa démission ce matin à 10 heures. Et nous ne savons pas, à l'heure qu'il est, ce que va décider M. Macron, qui va faire un discours ce soir sur les chaînes de télévision françaises, TF1 je crois, et France 2. On verra bien. La bonne idée serait qu'il mette son trône en jeu. Mais je crois que ce genre d'idée ne sera pas suivi des faits. Alors, et dans le monde, alors que se passe-t-il? Les djihadistes en Syrie ont pris la ville de Hama. La ville de Hama qui était très importante pour le régime syrien. Or, les forces syriennes n'ont pas résisté à l'offensive djihadiste. Djihadiste et turc, d'ailleurs. En fait, tout dépend de la Russie. Tout dépend de la Russie qui va décider ou pas de sauver M. Assad. Tout dépend des tractations entre M. Poutine et M. Erdogan également. Encore que Erdogan apparemment ait choisi son camp. Mais il y a peut-être des choses à faire. Et puis, tout dépend aussi de la possibilité de mobiliser des hommes à envoyer en Syrie, des Russes à envoyer au combat en Syrie. Tout va dépendre de ces deux choses. Bien, et puis en Ukraine, les Russes avancent toujours. Ils avancent toujours, ils progressent sur Pokrovsk. Alors voilà, écoutez, bonne lecture de cette revue de presse. Nous sommes le 5 décembre. À bientôt. Au revoir. Alors avant de passer au front, encore un dernier point. On vous passe une petite image là d'un incident dont on a entendu parler ce matin au réveil. C'est qu'il y a eu un incendie d'entrepôt sur le port polonais de Gdynia, où là on a découvert qu'il y avait donc probablement des navires qui amenaient des cargaisons militaires qui ont pris feu et que ça a créé un incendie. On a vu pas mal de véhicules d'assistance avec les marques de l'OTAN opérer autour de cet incendie. Donc, est-ce à dire que c'est par là aussi qu'entre une partie des munitions, des matériels qui vont ensuite sur le front ukrainien. Ça, c'est très difficile de le souligner. Mais ça résonne avec un autre élément, c'est que, et là on vous affiche la carte du front ukrainien. Alors on va se concentrer en termes d'opérations terrestres sur le secteur de Donetsk, le rectangle qui est à droite, mais on va évoquer ce qui s'est passé aussi à Odessa, puisque à Odessa on a eu donc un drone naval russe qui est venu taper un navire dans le port d'Odessa. On avait l'habitude de voir ça dans l'autre sens, c'est-à-dire que les Ukrainiens utilisaient des drones navals pour attaquer notamment Sébastopol. Et bien là, il semblerait que les Russes ont trouvé moyen de leur rendre l'appareil et donc d'engager. Là, c'était peut-être y en avait-il d'autres. On n'a pas d'informations si c'était une vague ou si c'était un seul drone naval d'essai pour voir si ça portait ses fruits. Mais en tout cas, voilà, ça fait deux ports. Ukrainien, mais quand même qui sert d'abord et avant tout à l'OTAN à Odessa, et puis un autre en Pologne qui sont touchés à quelques jours d'intervalle. Donc c'est pas quelque chose de négligeable. Et parallèlement, on a vu les Ukrainiens mener encore cette nuit des frappes de drones
Hier, ils en avaient mené une autre, et elle avait été très spectaculaire parce que certains drones avaient touché, vous le voyez en haut de la carte à droite, avaient touché Grozny en Tchétchénie. Hein, donc là, c'est pas la porte à côté. Hein, donc reste encore à déterminer comment ces drones ont pu parcourir une telle distance. Hein, là, techniquement, on est à mi-chemin entre les drones extrêmement sophistiqués et de l'autre côté des opérations spéciales qui les lancent pas trop loin de leur cible, hein, avec des gens qui se seraient infiltrés. Tout est possible dans ces scénarios-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas n'importe quel lieu qui a été frappé à Grozny, c'est les casernes des forces spéciales tchétchènes. Maintenant, parlons de l'actualité autour de l'Ukraine, notamment de la stratégie de Trump. Alors, Trump a gagné les élections avec beaucoup de promesses en interne, au niveau économique, etc. La lutte contre l'État profond, ça ne nous concerne pas directement. Mais au niveau de la politique extérieure, il avait promis de mettre fin à quasiment tous les conflits, en tout cas les plus intenses qui existent actuellement, notamment le Proche-Orient et l'Ukraine. Et il avait dit qu'il était capable de mettre fin au conflit en Ukraine en 24 heures. Bien entendu, c'est une image, mais ce qui veut dire qu'il peut le faire rapidement. Through weakness and incompetence, Joe Biden has brought us to the brink of World War III. We're at the brink of World War III, just in case anybody doesn't know it. As president, I will bring back peace through strength. Personality kept us out of war. And I told you before, would have never happened with Russia. Would have never gone in. Putin would have never, ever gone in. And even now, I could solve that in 24 hours. Donc récemment, il a nommé Kate Kellogg comme son émissaire pour le dossier ukrainien. Et Kate Kellogg a commencé à distiller petit à petit des informations sur la stratégie qu'il va adopter. Globalement, on peut la résumer par ce que j'avais déjà évoqué dans une vidéo, la logique du double ultimatum. Donc en fait, on a une équation à 3 variables, même si on a un peu plus, mais on va résumer à 3 variables. D'un côté, on a l'administration Trump, de l'autre côté, on a le Kremlin, et puis on a l'Ukraine avec toutes ses contradictions, ses différents courants, etc. On ne peut pas résoudre une équation à 3 variables. Donc il faut forcément évacuer l'une des 3 variables pour simplifier l'équation. Naturellement, le plus faible de l'équation, ça demeure l'Ukraine. Et donc le double ultimatum a pris une forme asymétrique et déséquilibrée, c'est-à-dire qu'il est extrêmement dur vis-à-vis de l'Ukraine et plutôt conciliant vis-à-vis de la Russie. Puisque le bâton a été réservé à l'Ukraine, la carotte à la Russie. Alors la carotte, c'est quoi? Kate Kellogg avait émis l'idée de proposer à la Russie un retrait graduel des sanctions économiques imposées à la Russie en fonction de l'effort que va faire la Russie autour de la table par rapport à la question de l'Ukraine. Donc déjà, l'idée d'évoquer une levée des sanctions s'inscrit dans la vision à long terme que j'avais déjà évoquée, celle de ramener la Russie dans le giron de la mondialisation et du monde occidental dans la perspective d'un affrontement indirect avec la Chine. Je me demande comment un type comme Donald J. Trump peut inaugurer son mandat par une capitulation, par humiliation pour l'Ouest, pour l'OTAN et pour lui-même. S'il donnait la possibilité à Poutine de vaincre l'Ukraine. Donc Boris, vous nous dites que la guerre ne sert pas à protéger le peuple ukrainien, mais à donner aux États-Unis et à l'OTAN la possibilité de porter des coups à la Russie. Donc pour vous, c'est Washington et Londres qui décident si la guerre s'arrête ou continue. Mais elle a déjà coûté la vie à 500 000 soldats ukrainiens. Tout le monde voit que l'armée ukrainienne n'en peut plus. Moi, je dis qu'il faut négocier tout de suite. Mais Donald Trump, vous ne pensez pas qu'il va forcer les Ukrainiens à signer une paix avec Poutine, une paix où ils vont perdre un maximum de territoire, le Donbass et d'autres, aux conditions de Poutine? Vous ne pensez pas que c'est ça qui va se passer en janvier, février prochain? Ça serait affreux. Ça serait un désastre pour le monde, pour l'Europe, et bien sûr pour l'Amérique. Parce que si on fait un paix comme ça, un échange de territoire pour paix, Poutine resterait dans une position de menacer le reste de l'Ukraine en perpétuité. Comment ça, la paix serait un désastre pour les marchands de canons US et britanniques? Oui. Pour les généraux de l'OTAN, oui. Mais pour les Ukrainiens, les Russes, pour l'humanité.
Mais dites-moi, Madame Salamé, là vous posez à Johnson la question qui contient la réponse qu'il avait envie de nous servir. Avec votre équipe, vous n'auriez pas pu préparer une vraie question un peu critique, genre en 2014, ne sont-ce pas les États-Unis qui ont déchaîné la violence et organisé un coup d'État, comme l'a reconnu d'ailleurs le stratège US George Friedman et aussi la responsable des affaires étrangères de l'UE, Catherine Ashton. Le 2 avril 22, n'est-ce pas vous, Boris Johnson, qui est allé à Kiev interdire à Zelensky de signer la paix, comme il l'a signalé à l'époque? Madame Salamé, vous auriez également pu citer Alex Younger, le responsable du MI6, l'espionnage britannique. Vous voyez que je n'ai que des bonnes sources, qui déclarait il y a quelques jours. We absolutely did provoke Russia, but the catch is that we provoke Russia not through our strength, but through our weakness. Donc il reconnaît qu'ils ont provoqué le conflit, mais il est juste triste d'avoir perdu. Madame Salamé, tous ces faits sont établis par des sources occidentales, j'insiste. Alors pourquoi cachez-vous l'histoire? Votre job, c'est de faire sa promo ou de nous éclairer? En ce qui concerne les négociations, eh bien, même si on sait que Tucker Carlson est arrivé à Moscou pour rencontrer Sergueï Lavrov et l'interviewer sur le plan des négociations officieuses en sous-main, rien pour le moment d'important semble déboucher. On sait que les Russes veulent absolument pas entendre parler d'une possibilité pour les Ukrainiens d'entrer un jour dans l'OTAN, et on peut les comprendre. Donc pour le moment c'est au point mort, et c'est pour ça que sur le terrain, on va le voir, les Russes continuent d'avancer sans se poser de questions. S'il faut qu'ils conquièrent par la force des armes ce qu'ils doivent récupérer pour se sentir en sécurité, ils le feront, n'en doutez absolument pas. On n'insiste pas assez sur cette révolution Oreshnik, à mon avis, qui est un... Vraiment, pour vous, c'est véritablement un choc. C'est un tournant, je pense, technologique, parce que des missiles qui volent à Mach 10, on n'a pas de système antimissiles qui sont capables de neutraliser ce genre de choses. Donc, si vous voulez, je pense que les Américains ont très bien compris ce message. Ils ont 11 porte-avions déployés dans le monde. Un missile peut détruire un porte-avions sans problème. Donc, qu'est-ce que nous voulons, nous, finalement? Est-ce qu'on veut détruire ce continent? Est-ce qu'on veut... on a déjà fait une guerre abominable en Ukraine, qui a coûté la vie à des centaines de milliers de jeunes ukrainiens, beaucoup, et aussi russes, évidemment. Concernant la présence des Nord-Coréens, puisqu'on a vu le Daily Mirror, qui est effectivement un torchon de la presse britannique, s'amuser. On va vous passer immédiatement les photos, à nous dire, voilà, il y a des Nord-Coréens, on les a trouvés enfin, et en plus, c'est même pas des Nord-Coréens, c'est des Nord-Coréennes. Alors, ils ont diffusé la première photo que vous voyez là, en nous disant, bah voilà, ça y est, ils sont là, on le sait, tout ça. Et puis ensuite, on a fait, bien sûr, des gens ont fait le travail de vérification de cette information pour découvrir que le Daily Mirror avait utilisé l'IA pour modifier le visage de 2 combattantes russes que vous découvrez maintenant sur votre écran. Voilà le niveau où nous en sommes arrivés pour vous dire, pour vous faire avaler la couleuvre selon laquelle il y aurait des combattants nord-coréens sur le front ukrainien. J'ai pas dit en Russie. Nous savons qu'il y en a, nous ne cessons de vous le dire, mais ils sont dans l'extrême-orient russe. Ils sont toujours pas arrivés en Ukraine. On n'a toujours pas les preuves. On n'a toujours pas l'once d'une preuve. Rien. Zelensky nous a dit, moi je les ai vus, les photos, il y a des centaines de morts, c'est terrible. Et là, voilà ce qu'on nous propose, le niveau de désinformation, le niveau de manipulation dans lequel on se trouve pour nous dire, bah regardez, ils sont présents. C'est la presse britannique, plus vieille démocratie d'Europe. C'est du côté ukrainien de la frontière que le capitaine Alexander dirige les combats de son bataillon engagé dans la région de Koursk, en Russie. Comme pour tous les militaires ukrainiens, il ne donne que son prénom et son nom de guerre, Génie ou Génie. On le voit, dit-il, certaines de nos positions sont attaquées à répétition. Un groupe vient, on les tue ou on les blesse, ils envoient un autre groupe, encore et encore. Après près de 3 ans de guerre, il constate l'érosion du moral et de la motivation de ses troupes. Vous voyez les 2 petits cercles pointillés bleus, ce sont les encerclements en cours au sud de Kurakhove, parce que là encore, on voit que les unités peinent à décrocher parce que le terrain n'est pas favorable pour elles pour décrocher, notamment à travers champs avec leur matériel lourd, et on voit que les Russes poussent au sud de Constantinople pour pouvoir
enfermer tout le groupement ukrainien qui est à l'Est, et qui aurait dû se replier depuis un bon moment, comme nous ne cessons de le dire. La situation est vraiment critique pour les Ukrainiens. Quand nous sommes arrivés le 16 novembre, le lendemain, nous avons fait face à une attaque d'ampleur de la part de la Russie. Plus de 120 missiles ont été tirés sur l'Ukraine, sur les différentes structures publiques. Ils visent essentiellement des centrales électriques pour couper les localités de chauffage, d'électricité, donc ce qui durcit les conditions de vie du peuple ukrainien. Je le rappelle, l'objectif des Russes, c'est pas de prendre du territoire, c'est de soumettre l'armée ukrainienne à une attrition insupportable jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Et aujourd'hui, la situation au sud s'est dégradée avec en plus le déclenchement des attaques sur Velika Novosilka, où là encore les Ukrainiens sont à la peine, ce qui fait que ça, par effet cumulatif, favorise de nouveau la progression, on le voit depuis quelques jours, depuis le sud de Pokrovsk, pour aller couper les voies de communication qui passent à l'ouest de la ville. Voilà. Qu'est-ce qu'ils pensent, ces soldats ukrainiens du conflit ? Est-ce qu'ils se battent encore par espoir de remporter la guerre, ou bien est-ce que c'est simplement une forme de barreau d'honneur Alors, il y a un peu des deux. Alors, moi, ce que j'ai pu constater, c'est vraiment sur la ligne de front, il y a deux types de soldats. On va voir l'armée régulière, où c'est essentiellement des hommes âgés, qui n'ont pas forcément une grande motivation pour combattre. Il y a beaucoup de désertion au sein de ces unités, mais par contre, dans tout ce qui est les troupes d'élite, les forces aéroportées, les forces blindées, les unités patriotes nationalistes ukrainiennes, c'est essentiellement des jeunes. La plupart de ces unités sont composées de volontaires, parce que les jeunes veulent se battre dans les meilleures unités. Pourquoi ? Parce qu'elles sont les mieux équipées, il y a une réelle formation. Par exemple, dans les unités régulières, il y aura des formations de plusieurs semaines, alors que dans les unités de forces spéciales, c'est des formations de minimum 3 ou 4 mois. Dans le secteur de Pokrovsk, vous voyez que là, on a donc les trois axes de communication principaux qui sont en turquoise, donc les deux vers l'ouest qui permettent l'approvisionnement direct de la ville, et puis vous aviez celui secondaire qui part de Pokrovsk et qui descend vers le sud, vers Constantinople, Andrivka, Constantinople, qui lui est déjà coupé. C'est-à-dire que là, la progression au sud de Shevchenko par les Russes fait que cette route-là n'est plus praticable. Donc, et on sait, alors je vous ai dessiné en bleu les principales défenses, les principaux réseaux défensifs ukrainiens autour de Pokrovsk. On se rend compte qu'à l'ouest de la ville, il y a quelques réseaux, mais je les ai pas fait figurer pour vous montrer que la ville est beaucoup plus vulnérable par l'ouest. Donc on comprend que les Russes mènent toujours, c'est les deux autres flèches du côté de Lissivka et puis de Krasny Yar, mènent toujours des opérations de fixation des défenseurs au sud-est de la ville, et que l'attaque majeure se déroule au sud-sud-ouest pour couper tous ces accès. Comme d'habitude, les Russes vont d'abord couper les accès logistiques à la garnison de la ville, et puis une fois que ce sera fait et que la garnison sera sur son dernier stock de munitions, eh bien, ils vont resserrer l'étau jusqu'à les forcer soit à s'évacuer, soit à mourir les armes à la main, ou se rendre, comme à Ougledar. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN sont réunis à Bruxelles avec plusieurs dossiers brûlants sur la table, l'Ukraine, le Moyen-Orient, mais aussi la situation politique en Corée du Sud. Le chef de l'OTAN a de son côté fait part de son inquiétude concernant Moscou et Pyongyang. Il affirme que la Russie soutient le programme nucléaire de la Corée du Nord en échange de soldats et d'armes pour sa guerre en Ukraine. There's every reason to make that statement that nuclear technology and missile technology is flowing into North Korea, and therefore is a risk now that North Korea will use it not only to be a threat to us here, but also to the US mainland and of course to the region, including the Republic of Korea, South Korea and Japan. À quelques semaines du retour de Donald Trump, l'OTAN est également soumise à une pression de l'Ukraine pour accepter son intégration dans l'Alliance, un geste nécessaire selon Volodymyr Zelensky à la survie de son pays. Mark Rutte s'est contenté de rester évasif sur le sujet qui ne fait pas l'unanimité parmi les pays membres, l'Allemagne, la Hongrie ou les États-Unis n'y sont pas favorables.
De son côté, Moscou a rappelé mardi qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait inacceptable. Suite à la crise politique provoquée par la promulgation puis le retrait rapide de la loi martiale, le président sud-coréen Yoon a remplacé son ministre de la Défense. Lors d'une audition, ce dernier a admis sa responsabilité et s'est excusé quant à l'attitude de l'armée lors des incidents de mardi soir. Il a regretté d'avoir causé des perturbations et des inquiétudes au sein de la population, affirmant que les troupes avaient agi sur ses instructions et que toute la responsabilité lui incombait. Entre-temps, en signe de protestation contre le président, une foule nombreuse s'est rassemblée dans le calme devant le Parlement pour une veillée aux chandelles. Ce limogeage n'a pas calmé l'opposition majoritaire au Parlement coréen qui s'apprête à débattre de la destitution du président Yoon. La motion commune de destitution du chef de l'État a été transmise à l'Assemblée nationale pour être votée samedi soir. La destitution du président nécessiterait le soutien des 2/3 de l'Assemblée nationale, soit 200 membres sur 300. Les partis d'opposition disposent ensemble de 192 sièges avec le soutien de 18 législateurs appartenant à une faction anti-Yoon de son parti. Mais cette faction a déclaré qu'elle s'opposerait à cette destitution. Si le président Yoon est mis en accusation pour haute trahison, il sera suspendu jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle décide de le démettre de ses fonctions ou de lui rendre son pouvoir présidentiel. Le Premier ministre Han Dok-soo prendrait donc les rênes du pays. En Corée du Sud, la haute trahison est passible de la peine de mort. Le pays l'a maintenue mais n'a procédé à aucune exécution depuis 1997. Et on va évoquer ce qui s'est passé en Corée avant-hier. On a eu une espèce de quiproquo, semble-t-il, vu de loin, vu d'Europe. D'un seul coup, le président vote la loi martiale, on voit les forces spéciales qui investissent le Parlement. Enfin bref, quelque chose qui n'a plus rien à voir avec un État démocratique. On apprend ensuite que le Parlement, conforté par l'évacuation de l'armée, vote la fin de la loi martiale, le président est obligé de s'y conformer et dans la foulée, le Parlement promet de mener une mesure de destitution parce que la façon dont le président sud-coréen a géré ça était tout à fait illégale et anticonstitutionnelle. Alors, nous, sur Veille Stratégique, on n'en a pas parlé directement, mais dans une de mes interviews sur GPTV, j'avais évoqué que le fait qu'on parlait beaucoup des Nord-Coréens, qu'on parlait beaucoup de leur présence potentielle sur le front ukrainien, eh bien, en fait, ça avait deux objectifs. Bien sûr, ici, servir le narratif de tous les cinglés qui veulent que la guerre passe encore quelques caps vers la guerre mondiale, mais elle avait aussi un objectif en Corée, parce que n'oublions pas, en Corée du Sud, parce que n'oublions pas que les informations des services affirmant qu'il y avait des troupes nord-coréennes étaient des informations en provenance d'abord des services secrets et du renseignement militaire sud-coréen, et tout ça avait pour vocation là-bas de faire oublier dans la presse mondiale les grands problèmes dans lesquels la politique intérieure de la Corée du Sud était en train de se plonger depuis les élections législatives du mois d'avril. On est dans une situation de cohabitation, pourrait-on dire, à la française, avec un président qui est plutôt quelqu'un de très à droite, très nationaliste, et puis un gouvernement qui est maintenant plus libéral. On va pas parler de gauche parce que c'est pas la gauche au sens historique du terme. C'est des gens qui seraient comparés à Cazeneuve ou Manuel Valls ici. C'est pas des bolcheviks, mais néanmoins ça a créé des tensions permanentes au sein de la vie politique sud-coréenne tout au long donc du printemps, de l'été et maintenant de l'automne, et ça débouche sur cette situation. Et l'histoire des Nord-Coréens tentait entre autres de masquer au niveau international une partie de ce qui s'y passait. On avait évoqué dans cet entretien sur GPTV les mouvements sociaux qui n'avaient pas cessé de s'amplifier dans le pays là depuis la rentrée de septembre. Et donc là, on débouche sur une véritable crise politique dont il va falloir suivre l'évolution et dont il va falloir suivre, bien sûr, la façon dont les Américains vont gérer ça, parce que la Corée du Sud, c'est leur chasse gardée. Alors, est-ce que cette histoire s'insère également
dans cette espèce de course à l'abîme de l'administration Biden avant de quitter le pouvoir pour encore une fois savonner la planche à Donald Trump, c'est encore trop tôt pour le dire. On va observer la façon dont les choses vont se dérouler et notamment cette procédure de destitution. Va-t-elle aboutir ? Voilà, on va voir aussi comment les militaires qui jouent un rôle très important dans l'équilibre du pays vont prendre tout ça. Est-ce qu'ils vont rester fidèles à la Constitution? Est-ce qu'ils vont tenter un coup d'État? Voilà, faut surveiller cette situation parce que là, elle est explosive. Et la proximité, bien évidemment, de la Corée du Nord et de l'espace à la fois russe et chinois fait que c'est un point stratégique du globe à ne pas passer sous silence. On va évoquer d'abord ce qui s'est passé en Chine avec la visite d'État je pense que c'était une visite d'État de Madame Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, qui a commencé à vouloir faire la leçon aux représentants chinois avec lesquels elle était en train de discuter, et qui l'ont tout simplement, excusez-moi l'expression, foutu dehors. Les images sont disponibles sur les différents réseaux sociaux. Madame Baerbock se fait mettre dehors. Alors pas manu militari, mais on voit bien que les Chinois en ont ras-le-bol. La politique occidentale de la canonnière, de la guerre de l'opium pour contraindre Pékin à faire ce que l'Occident veut, c'est fini. Et Madame Baerbock, qui est une imbécile d'un niveau exceptionnel, a été donc remerciée, ainsi que toute la délégation des journalistes allemands qui l'accompagnaient. Tout le monde a été renvoyé en Allemagne. Tout le monde a été débarqué et surtout on a dit non, il y aura pas de communiqué commun dans ce genre de rencontre entre ministres des Affaires étrangères. On a souvent un communiqué commun pour dire voilà les points d'accord, les points de désaccord. Là, il y a même pas eu ça. On lui a dit Madame, raus. Voilà. Et c'est tout à fait emblématique. Je rappelle que Madame Baerbock, avant le déclenchement de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, pensait que Rostov-sur-le-Don était en Ukraine. Voilà le niveau de cette personne. Et donc là, elle a rencontré le dur mur des réalités face à la première puissance économique du monde qui n'hésite plus maintenant. Hama, au centre de la Syrie, nouvelle bataille entre les rebelles islamistes et l'armée syrienne. Les images des combats qui s'y déroulent sont rares. Ici, l'aérodrome militaire en proie à des tirs. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les islamistes auraient encerclé la ville et leur objectif serait à portée de main, malgré la contre-offensive des forces de Bachar al-Assad et les appels à l'aide à ses alliés. Les ministres des Affaires étrangères des 3 pays, Russie, Iran et Turquie, sont en contact étroit. Nous espérons que tous les États qui ont une influence sur la situation en Syrie l'utiliseront pour rétablir rapidement la sécurité et la stabilité. La Russie et l'Iran sont déjà mobilisés sur d'autres fronts, mais Bachar al-Assad avait tout de même promis une bataille féroce à Hama, une ville stratégique. Sa protection est essentielle pour assurer celle de la capitale, Damas, objectif ultime des forces rebelles dont la progression semble impossible à arrêter. En l'espace d'une semaine, à la surprise générale, elles se sont emparées d'une grande partie de la ville d'Alep. Mercredi, le chef du groupe islamiste DHTS paradait dans la citadelle emblématique de la ville. La coalition de groupes hétéroclites qu'elle mène tient désormais la majeure partie de la ville, à l'exception des quartiers conquis par les Kurdes. En l'espace d'une semaine, plus de 115 000 personnes ont été... Le point chaud le plus important du théâtre d'opération en Syrie, vous le voyez sur la carte et on n'a pas cessé de vous le dire, c'est la situation à Hama et donc Hama se trouve au sud d'Alep. Donc autour d'Hama et dans la province d'Idlib, dont les djihadistes sont maîtres depuis la fin de la guerre civile et les accords d'Astana, en tout cas en partie, et depuis laquelle ils ont lancé leur offensive. Donc les nouvelles du front ne sont pas très rassurantes dans ce secteur, parce que la situation évolue et se dégrade d'heure en heure par rapport aux forces armées syriennes, l'armée régulière. Les attaques, vous le voyez, les flèches vertes, c'est les attaques des troupes djihadistes,
sur l'ensemble, opère sur l'ensemble de la ligne de front, tente par tous les moyens vraisemblablement de déborder la ville par les flancs. On voit que les attaques ne sont pas forcément concentrées sur les axes principaux, les axes routiers principaux qui mènent à Hama, mais plutôt pour tenter de l'attaquer à l'ouest et à l'est, de telle sorte à la déborder. Alors on a des contre-attaques locales, vous le voyez, c'est les flèches rouges qui sont menées par les troupes syriennes, qui sont énormément appuyées par l'aviation russe et par l'aviation syrienne elle-même, pour essayer de stopper leurs offensives, mais on est quand même loin du compte, parce que pour le moment, ça n'a toujours pas permis de restabiliser définitivement la ligne de front dans ce secteur. Les unités syriennes font comme elles peuvent, mais elles sont notamment harcelées par des drones en permanence qui empêchent notamment leur montée au front dans de bonnes conditions. Là, il n'y a pas tous les systèmes de brouillage qui sont encore déployés comme on le voit en Ukraine pour des fois empêcher les drones d'opérer correctement. Et donc, on est dans une situation qui se détériore de plus en plus. À mesure que les djihadistes gagnent du terrain, ils récupèrent en plus parfois du matériel dans des entrepôts. Ils auraient remis la main donc sur un 3e T-90 ainsi que sur un radar de basse altitude Podlet K1 notamment en état de marche. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir des moyens de détection des appuis aériens à basse altitude que peut fournir l'armée de l'air syrienne ou l'armée de l'air russe. Donc on va voir si ça a un impact sur les combats. De l'autre côté, donc on n'a pas encore d'informations sur le nombre d'unités syriennes qui sont déployées dans le secteur et sur leurs moyens, parce qu'on sait qu'il y a de quoi pour le moment tenter de freiner les groupes djihadistes, mais de là à pouvoir reconstituer avec certitude une ligne de front stable. L'envoyé spécial du président élu américain Donald Trump pour le Moyen-Orient a rencontré les premiers ministres du Qatar et d'Israël pour des discussions sur un cessez-le-feu. L'envoyé spécial Steve Witkoff se serait rendu dans les deux pays fin novembre. Donald Trump espère parvenir à un cessez-le-feu et à un accord sur la libération des otages avant son entrée en fonction le 20 janvier. Ces réunions suggèrent que le Qatar a repris son rôle de médiateur clé. La source indique que les négociateurs du Hamas pourraient retourner à Doha prochainement pour un nouveau cycle de négociations. Donc on a vu encore des embuscades de chars israéliens dans les rues de certaines localités de Gaza qui sont attaqués avec des RPG qui ont été modifiés par les combattants des brigades Al-Qassam. Et donc le Hamas, même s'il est diminué, ou les autres mouvements, djihad islamique, etc., eh bien ils sont quand même toujours actifs. Et la victoire militaire annoncée par Yoav Gallant avant qu'il quitte son poste de ministre de la Défense, eh bien, on la voit toujours pas. Voilà. Alors, on a appris par ailleurs qu'on avait retrouvé des corps d'otages qui avaient été tués dans des conditions atroces par leur geôlier. Je sais pas si si vous l'avez vu, mais à peine le cessez-le-feu a été signé, a été accepté, que les proxys américains en Syrie ont été lancés sur Alep pour déclencher de nouvelles hostilités dans la région. En fait, l'objectif, bien évidemment, c'est d'affaiblir et de créer des tensions en Syrie pour éviter que la Syrie, ou plutôt pour éviter que l'Iran puisse continuer à apporter des armes et du renfort au Hezbollah, et que le Hezbollah puisse profiter de la trêve du cessez-le-feu pour se renforcer. Donc oui, un cessez-le-feu, c'est toujours une bonne chose, c'est en soi un pas vers la paix, mais en réalité, dans cette configuration précise là actuellement au Moyen-Orient, je pense que la guerre va continuer, mais sous une autre forme, et elle est déjà en train de se poursuivre maintenant sur le sol syrien. En ce qui concerne le Liban, donc le cessez-le-feu est plus ou moins rompu chaque jour, on le voit bien, il y a des bombardements de l'armée israélienne qui se poursuivent de manière sporadique.
Donc on voit bien que ce cessez-le-feu est très précaire et que la façon dont ça pourrait se terminer dépend notamment de ce qui va se passer en Syrie. C'est-à-dire que si Israël est convaincu que ce qui se passe en Syrie a obtenu les effets qu'elle recherchait, c'est-à-dire que le Hezbollah n'a plus de moyens de se réapprovisionner en munitions, en matériel, et qu'il reste avec le niveau qui était le sien là quand le cessez-le-feu est entré en vigueur, il y a fort à parier que d'ici quelques semaines, l'armée israélienne trouvera un prétexte pour rentrer à nouveau en guerre. J'en suis persuadé. Et enfin, l'objectif final pour Israël, c'était quand même d'occuper le Sud-Liban, puisque on se souvient que le Premier ministre israélien avait même nommé la société qui allait normalement prendre en charge la reconstruction du Sud-Liban. Donc en fait, tous les objectifs d'Israël, de Netanyahou et de son gouvernement, il n'y en a pas un seul qui a été atteint. Donc c'est une véritable déculottée là. Et on ne peut pas dire, en réalité, pardon, je finis là-dessus, mais on ne peut pas dire que le Hezbollah a été affaibli. Je pense que ça a été la grosse erreur d'Israël, c'est de penser qu'en tuant les têtes du Hezbollah, soit en les assassinant, soit avec l'histoire des beepers, ils allaient complètement désorganiser le Hezbollah. En fait, le Hezbollah fonctionne en cellules. Je parle là de la partie armée. C'est des cellules indépendantes les unes des autres. Juste un petit exemple, et après j'arrête ici. Il a été dit que, en fait, on a retrouvé 17 soldats du Hezbollah qui étaient dans un endroit où ils ne pouvaient plus avoir aucun lien avec le reste du mouvement, parce qu'ils étaient encerclés par les Israéliens, mais continuaient à se battre. Et en fait, c'est après la trêve qu'ils sont rentrés dans leur maison, alors qu'on les avait déjà enterrés symboliquement. Et en fait, ces cellules-là fonctionnent de façon totalement indépendante les unes des autres. Et c'est pour ça, c'est ce qui fait la force du Hezbollah, et c'est ce qui fait que c'est pas en tuant la tête qu'on tue la branche militaire. Et là, on va passer à la Géorgie, où là, c'est très intéressant, c'est que malgré l'ambiance pré-insurrectionnelle de type Maïdan, qui est organisée par toutes les ONG occidentales qui bossent pour le département d'État américain, la présidente donc franco-géorgienne avait demandé à ce que les élections donc législatives soient annulées pour vice de forme, en disant que il y avait eu des tricheries, qu'il y avait eu ci, qu'il y avait eu ça, et elle a été tout simplement déboutée. C'est-à-dire qu'on les instances du pays, alors je sais plus si c'est la Cour suprême ou Cour constitutionnelle en Géorgie, ont dit non, il y a pas lieu d'annuler les élections. Elles ont été tout à fait légalement organisées et elles se sont déroulées sans qu'il y ait de problème suffisamment important. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de problème, mais suffisamment important pour qu'on les annule. Donc le résultat est entériné. Donc le Premier ministre est légitime, son gouvernement est légitime et la majorité qu'il possède au Parlement est légitime. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, il y a encore eu des manifestations, des bagarres autour du Parlement à Tbilissi, en Géorgie. Cette nuit, ça fait une semaine que le mouvement de protestation a commencé. Il y a des centaines d'arrestations, des dizaines de blessés. 3 chefs de l'opposition ont été arrêtés hier et plusieurs partis politiques perquisitionnés. Alors ce n'est pas une révolution de couleur, avec un leader en vitrine, des ONG qui pullulent, des conseillers qui parlent américain, et puis dans la coulisse, une grosse machinerie financée par l'Europe ou par des fondations anglo-saxonnes. Non, il y a 21 ans, les Géorgiens ont eu leur révolution des roses. C'était la première du genre, un modèle pacifique, abouti, avec une nouvelle génération portée au pouvoir, qui a déçu aussi vite que les roses se fanent. Après la vague libérale, il y a eu le reflux et le retour du voisin russe, de plus en plus pesant. Depuis une semaine, à Tbilissi et jusque dans les plus petites villes de Géorgie, c'est une révolte en noir et blanc, un mouvement spontané qui a pris tout le monde de court, avec des manifestants de tous les âges, de tous les milieux, et en face, un pouvoir largement discrédité qui se raidit, la police en première ligne, masquée, qui cogne dur, de plus en plus dur, mais le mouvement dure aussi, les canots à eau n'ont pas réussi à le noyer
noyés. Alors Vincent, les Géorgiens ont de bonnes raisons, dites-vous, d'être en colère contre le régime. Peut-être, mais ils n'ont pas bougé au printemps quand le Parlement a adopté une loi sur les agents étrangers. Elle est directement copiée sur celle du Kremlin pour faire taire les récalcitrants contaminés par l'Occident. Il y a un mois, ils n'ont pas beaucoup protesté quand le Rêve géorgien, le parti au pouvoir et qui entend le rester, a acheté les votes, intimidé les opposants, saturé les ondes et proclamé sa victoire aux législatives. La présidente, qui dénonce un coup d'État, a appelé la foule à résister. Salomé Zourabichvili est une héroïne française, elle nous fait honneur, mais elle s'est retrouvée très seule dans la rue. Le parti au pouvoir, et qui est décidé à le rester par tous les moyens, même légaux, va élire un nouveau président à la fin du mois. C'est la fin programmée du dernier pôle de résistance à la toute-puissance de Bidzina Ivanichvili, l'homme le plus riche du pays. Dans son palais mirobolant, sur une colline qui domine la capitale, il règne sur la politique et l'économie géorgienne. Cet oligarque venu de Russie fait tout pour que la Géorgie y retourne, et c'était bien parti jusqu'à la semaine dernière. Alors les manifestations ont débuté quand le Premier ministre a annoncé qu'il repoussait à fin 2028 les négociations sur la demande d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne, Vincent. Oui, la semaine dernière, le Parlement européen a condamné le bourrage des urnes et le Premier ministre a riposté avec une dignité outragée. Il prétend vouloir se rapprocher de l'Europe alors qu'il fait tout pour saboter le processus d'adhésion. Il dénonce l'Union européenne comme va-t-en-guerre, aux ordres de l'Amérique décadente et du lobby LGBT, et repousser de 3 ans, c'est reculer évidemment pour mieux ne pas sauter. En fait, il a provoqué la stupeur. Les Géorgiens se sont sentis trahis, ils habitent en Asie, le salaire mensuel moyen est de 50 €, la Russie les tient entre ses griffes, mais ils gardent leurs illusions. Le vrai rêve géorgien, c'est d'habiter en Europe, d'échapper à la fatalité de la tyrannie, de l'histoire et de la géographie. Le président ukrainien s'est dit inquiet de la répression menée par le gouvernement géorgien contre les manifestants et accuse le parti au pouvoir, Rêve géorgien, de pousser le pays vers la dépendance vis-à-vis de la Russie. Volodymyr Zelensky a également déclaré qu'il travaillait avec des partenaires pour préparer des sanctions appropriées contre le gouvernement géorgien. Це в Грузії, звичайно, не лише проблема одного народу. І не тільки нашого регіону, як сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії. Це просто ганебно. На які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. Pour la 7e nuit consécutive, des milliers de Géorgiens sont descendus dans la rue pour protester contre la décision du gouvernement de suspendre les négociations sur l'adhésion du pays à l'Union européenne. Contrairement aux nuits précédentes, la police n'aurait pas tenté de disperser la foule, mais a arrêté l'un des dirigeants de l'opposition. Les manifestants ont déclaré qu'ils protesteraient tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites et tant que la Géorgie ne relance pas son adhésion à l'Union européenne. Et enfin, il faut terminer sur la Roumanie, donc on revient vraiment le plus à l'ouest possible par rapport à la Corée du Nord et la Corée du Sud, et là c'est pareil. La Cour constitutionnelle a validé le résultat du premier tour des présidentielles. Donc le candidat pacifiste réputé pro-russe, etc., Georgescu, est bien en tête des suffrages. Donc on va voir là le second tour va se dérouler, c'est ce week-end, si j'ai bien compté le calendrier. Donc on va voir comment ça va se passer. On va voir si la coalition des pro-européens, pro-OTAN, de gauche, de droite, va faire le castor et faire barrage à Georgescu. The Romanian political scene embattles second round of the presidential elections have been thrown in disarray by the Romanian presidency decision to unseal the intelligence agencies' report indicating a foreign interference in the elections in favor of far-right candidate Călin Georgescu. Romania's Foreign Intelligence Service states in the released documents that Romania is the target of aggressive hybrid actions by the Russian Federation. The dramatic move by the Romanian state to release the National Security Council's secret documents showed that major sums of money together with an elaborate foreign operation on social media influencing lead to the unexplained rise of the obscure extremist candidate Călin Georgescu. The secret documents from 3 Romanian intelligence agencies
details that 797 TikTok accounts created in 2016 for Georgescu and left dormant were activated to maximum capacity 2 weeks before the elections. Telegram accounts created in 2022 coordinated the TikTok and offer operations in favor of Călin Georgescu, who called himself an independent candidate with zero campaign spending. The documents, which list a wide array of, show that 1 million euros were mobilized by foreign state actors to drive Georgescu's campaign, and the TikTok LHD confirmed that it received over 300,000 euros from Călin Georgescu campaign. But Georgescu always maintained that he did not spend €1 for his campaign, which opens the door to allegation and investigation of illegal campaign financing. The major question following now is the fate of the second round of the presidential elections, the light of these revelations. For Euronews, Andreea Gurban. C'est un comble pour un ancien commissaire européen à la justice. Visé par une enquête de la justice belge pour blanchiment d'argent, Didier Reynders est soupçonné d'avoir acheté des billets de loterie via la loterie nationale dont il était responsable lors de son mandat de ministre belge avant de transférer les bénéfices blanchis sur son compte privé. Ces fraudes présumées pourraient-elles affaiblir la crédibilité des institutions européennes ? Is the commissioner responsible for justice and the rule of law? So if he is implicated in money laundering or illegal activity, that would be a particular blow. On the other hand, he is now out. There is a new commission that started its work just this Monday. So it's also a bit, in a way, the problem is already solved as far as the EU institutions are concerned. L'ex-commissaire européen de 2019 à 2024 avait mené la croisade contre le recul démocratique en Hongrie et en Pologne, au cours de laquelle des fonds européens avaient été temporairement suspendus. W poprzedniej kadencji pracowałam w Komisji LIBE. Wielokrotnie na niej stawał komisarz Reynders, który powielał fake newsy na temat rzekomo łamanej praworządności w Polsce, domagał się blokowania środków dla Polski. Dzisiaj ja jako Polka i ludzie w Polsce odbierają sytuację Reyndersa jako swoisty chichot historii. Les faits s'étalent sur une période de plusieurs années et remontent à l'époque où il était ministre belge des Finances. L'enquête est ouverte depuis 2023. 3 jours après la fin de son mandat de commissaire européen, la police belge perquisitionnait ses résidences, puis l'auditionnait sans privation de liberté, ont révélé le soir et Follow the Money. L'origine des fonds et les montants restent flous. Gouvernement Barnier, du bon commissaire Barnier, qui a été censuré. Après la dissolution de Macron, eh bien, la censure et après-demain, alors, ou demain maintenant, la dictature renversée. Alors Macron consulte. Eh oui, chers internautes, vous avez bien entendu, c'est ce que l'on lit en boucle sur les chaînes d'infos. Il consulte. Alors vous dites, c'est bon, il consulte un neuropsychiatre ou un psychiatre. Il en aurait bien besoin, je pense, le Macron, de ce type de consultation. Enfin non, je ne pense pas que ce soit ces consultations-là dont il s'agit. Les belles gonfles institutionnelles, le président du Sénat, la présidente sauvée, miraculée de la dissolution, Madame Yaël Braun-Pivet aussi à l'Assemblée nationale, il consulte. Il a reçu le commissaire qui a pris un sérieux coup sur la tête hier, qui donc a été non seulement censuré, mais avec... ils ont fait le plein des voix. Hein. C'est-à-dire ce qu'ils appellent les oppositions, toujours avec un certain mépris, considérant être l'axe central, les oppositions aujourd'hui, c'est plus de 330 députés. Il en suffisait de 289 ou quelque chose d'avoisinant pour... mettre fin à l'expérience Barnier, quand on écoute le constitutionnaliste de plateau, M. Morel, on se dit, mais pourquoi ne le renommerait-il pas ? J'ai envie de dire que c'est la question. Quand je parle de dictature, alors d'ailleurs, on m'objecte à juste titre, mais ne nous sommes-nous pas déjà en dictature ? Avec le paravent d'une fausse démocratie, d'élections dont on sait qu'elles sont orientées par des médias larbins, qui sont des agences de communication du pouvoir. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de la démocratie ? Qu'est-ce qu'il reste de la paix ?
La guerre, qu'est-ce qui reste de la démocratie? Une forme de tyrannie médiatique et puis tyrannie politique d'une petite caste qui a pris l'ensemble des instruments du pouvoir, qui, tels des aliens, ont pénétré les institutions françaises. Cette belle Ve République que nous avait fait De Gaulle, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Le pire des régimes, le régime même pas des partis. On ne nous raconte pas que c'est l'histoire à nouveau des partis qui ont fait tomber ce gouvernement, renverser ce gouvernement. Non, c'est une faction, une toute petite oligarchie. Comme son nom l'indique, oligarchie, ça veut dire petit pouvoir du petit nombre. Du petit nombre, évidemment, tout à fait à l'inverse de la démocratie. Donc, qu'est-ce qui constituerait une tyrannie ou une dictature ou qui viendrait à l'amplifier? Eh bien, que Macron continue à ne tenir aucun compte de la vie des Français, tel qu'il s'est exprimé, je le rappelle déjà, aux élections européennes, en disant clairement non, entre autres, au bellicisme macronien. C'était, moi, à mon avis, le premier et peut-être même le seul enseignement que nous n'avons jamais pu tirer parce qu'il l'a senti comme tel, Macron. Donc tout de suite, sentant le piège, il a dissous pour essayer de nous divertir, alors que, et c'était pareil en Europe en général, cette montée qu'ils ont taxé de populisme, mais de patriotisme, était surtout un refus du bellicisme. Ils ont une autre idée de l'Europe que de l'Europe de Bruxelles, que de l'Europe de Van der Leyen, que de l'Europe de la même caste. C'est la même petite caste qui officie évidemment à Bruxelles ou à Paris. Ce sont les mêmes. Événement historique. La censure a été votée très largement. La manipulation par la peur, l'infantilisation des Français par la presse et par le Premier ministre hier à la télévision n'ont pas marché. Oui, les députés ont eu le courage de dire stop à Emmanuel Macron qui voulait continuer toujours la même politique avec toujours plus d'impôts et de souffrances pour nos concitoyens. Maintenant, la censure n'est pas une fin en soi. La censure, c'est bien, mais le départ de Macron, ce serait mieux. Il doit démissionner. C'est le seul moyen pour avoir une vraie élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire l'arbitrage du peuple qui choisira son destin. Et s'il ne veut pas démissionner, alors qu'il choisisse au moins un Premier ministre qui réussisse à respecter les Français et à entendre les oppositions. Alors la démission d'Emmanuel Macron, évidemment, on est nombreux à la souhaiter et depuis longtemps dans ce pays. Néanmoins, connaissant le personnage, son absence de sens des responsabilités, justement, son indignité, j'ai envie de dire, parce que ça fait 6 ans qu'il vit caché derrière les forces de l'ordre, depuis l'hiver des Gilets jaunes, et je dirais même vers des forces de l'ordre de plus en plus paramilitaires, parce que je vous rappelle quand même qu'au fil des crises que nous avons tous vécues, des unités toutes plus violentes les unes que les autres ont été mobilisées pour défendre le pouvoir, BAC, BRI, jusqu'en 2023, RAID, GIGN, je ne sais pas, blindés pendant les Gilets jaunes, je ne sais pas où on va comme ça, ce qu'on va encore nous produire. Non, je pense que jusqu'au bout, bien sûr, il va se terrer à l'Élysée et essayer de ne pas entrer dans l'histoire, comme le président de la République démissionnaire que nous aimerions voir. J'entendais hier Michel Barnier invoquer le souvenir du général de Gaulle pour dire oui, Emmanuel Macron reste en place et restera en place parce que comme le général de Gaulle, il a le sens des responsabilités. Or, on se souvient tout à fait au contraire qu'en avril 69, De Gaulle a démissionné pour un simple référendum perdu à 52% en une seule phrase, et que jamais le général De Gaulle n'aurait infligé au peuple français ce que Macron lui inflige depuis 2018. Les start-upers nous avaient mis, soi-disant, au pouvoir une sorte de Tony Blair. Et en fait, on s'est retrouvé très rapidement avec un Adolphe Thiers particulièrement impitoyable dans son exercice du pouvoir. Donc, nous trouvons actuellement dans une situation bloquée. Comme vous le savez, le Parlement ne veut pas être dissous légalement avant l'été prochain. Oui. Il y a peu d'espoir que Macron nomme enfin un Premier ministre de gauche, comme il aurait dû le faire cet été. Je suis désolée, mais c'est le système électoral français. Certes, il y avait 11 millions de voix pour le RN, mais
le premier groupe parlementaire était le NFP, donc c'est le choix qui s'imposait au président de la République. Donc, en dehors des pleins pouvoirs, mais je ne pense pas du tout qu'il soit en position de les déclencher sans que des troubles graves, des troubles à l'ordre civil ne s'en suivent dans le pays. Je ne sais, personne ne peut dire à l'heure qu'il est vers quelle situation nous avançons. La France entre dans une séquence politique d'incertitude majeure, inédite ou presque. Il s'agit seulement de la deuxième motion de censure à aboutir sous la Ve République. La première fois, c'était en 1962. Le Premier ministre Michel Barnier a démissionné ce jeudi au lendemain d'un vote sans appel. 331 voix pour, c'est plus que les 288 nécessaires. De LFI qui d'une seule voix a voté la motion et fait tomber Michel Barnier. Emmanuel Macron doit s'exprimer ce jeudi soir. Le chef de l'État dit se donner 24 heures pour trouver le nouveau locataire de Matignon. Le gouvernement de Michel Barnier vient d'être censuré. Marine Le Pen dit qu'elle scellera la fin d'un gouvernement éphémère, celui de Michel Barnier. Et Éric Coquerel nous dit que ce sera la fin d'un mandat, le mandat présidentiel. Est-ce que cette double fin doit créer chez nous une gêne, une crainte? C'est ce que tente Laurent Wauquiez, c'est ce que tente une partie de ceux qui soutiennent le gouvernement Barnier, en faisant un chantage à l'instabilité. Et ce sont ceux-là même qui ont créé cette instabilité, en livrant la France, la gestion de la France à la dette, au bénéfice des féodalités financières, ceux-là même font le chantage à l'instabilité, donc c'est inacceptable. Mais c'est vrai, cependant, que cette censure, c'est la coalition des contraires. Mais la coalition des contraires, à quel niveau? Des dirigeants et des étiquettes. Et il faut revenir au principe de réalité. Le principe de réalité, c'est que les Français, les Françaises exigent un bloc populaire, un vrai bloc populaire, qui traite les vrais problèmes. Arrêtez la course à la guerre dans laquelle nous sommes engagés. Vous n'avez pas entendu un mot de cela. Arrêtez la contrainte, la domination par ces féodalités financières et leurs représentants en France, y compris la tête de la Banque de France. Et arrêtez le narratif des médias qui entretient le réarmement, soutient cette oligarchie financière et promeut la guerre. Donc, le défi, c'est d'inspirer un vrai bloc populaire qui doit apparaître et qui représente vraiment l'intérêt du peuple. C'est pourquoi, aujourd'hui, mon cœur n'est pas du tout à l'Assemblée nationale. Il est avec ceux qui manifestent dans la rue à partir de ce soir. Les enseignants, les travailleurs de la SNCF, tous ceux que le système tel qu'il a fonctionné depuis plus de 40 ans réduit à la faillite aujourd'hui de leurs entreprises, de là où ils travaillent. Eh bien, le combat de tous les patriotes, c'est de créer les conditions de ce bloc populaire nouveau, et ce sera une tâche rude, parce qu'elle exigera de la rigueur, elle exigera même des sacrifices, mais ce sera une tâche pour la vérité, pour la justice, et ce sera une tâche qui redonnera à la France sa place dans le monde. Aujourd'hui, tout le monde, lorsqu'on évoque la France, dans le monde entier, tout le monde sourit ou parfois rit. Eh bien non, il faut arrêter cela, et il faut pour cela une véritable unité nationale, comme celle que le Conseil national de la Résistance, comme celle que le programme du Conseil national de la Résistance avait permis de créer en 1945, avec des contradictions, beaucoup de contradictions, mais un même engagement. Redresser la France, le travail, le vrai travail humain, pas le travail contraint, et une politique de la science, une politique de la formation pour un meilleur travail et une politique d'un logement qui ne soit pas une assignation à résidence loin du lieu de travail, mais une vraie politique de logement. Voilà ce qu'on aurait aimé entendre à l'Assemblée nationale. On n'a entendu que des querelles partisanes, des questions d'étiquette et toute une série de tirades sur des sujets relativement secondaires, pas la réalité dans laquelle nous sommes. Et ce principe de réalité, c'est ce qu'il faut ramener sur la scène, et je pense que les Français sont prêts à l'entendre, et que leur exigence se manifestera pour cette union qui est nécessaire si nous voulons redonner un sens à l'idée d'une France libre. Alors, pour aider cette chaîne, partagez,
likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.